Très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre plateau de la Fondation du Bien Vieillir. Contente de vous retrouver nombreux et en plus avec les beaux jours dans une atmosphère voilà, chaleureuse et j'espère qu'il sera propice à des bons débats. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une thématique qui a déjà été abordée il y a quelques plateaux de cela sur la manière d'accompagner, de prévenir les fragilités. On a beaucoup parlé de la grande dépendance, on a beaucoup parlé de la relation avec les aidants. On avait aussi parlé, vous vous en souvenez peut-être l'année dernière, du sport et des pratiques sportives comme une manière de prévenir et de rétablir, de reconstruire de l'autonomie. Une des thématiques importantes sur lesquelles notre conseil scientifique s'est mobilisé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, cher professeur Beru, et qui nous tient à cœur depuis longtemps, qui est finalement de se dire, est-ce qu'on est capable, et sous quelles conditions, de repérer des fragilités, des terrains de fragilité, et les ayant repérés, parce que c'est bien gentil de repérer des fragilités, est-ce qu'on est capable de proposer aussi des formes d'accompagnement ou des formes de prévention pour au moins limiter l'accroissement ou l'amplification de ces fragilités, voire consolider et retrouver plus de force et finalement plus d'autonomie pour celles et ceux qui en sont victimes. Et on voit bien aujourd'hui que c'est une thématique autour de laquelle beaucoup aujourd'hui d'intervenants tournent, à la fois évidemment toute la communauté médicale de la gérontologie, mais aussi la communauté de la médecine de rééducation. On voit aussi qu'à travers tout ce que nous permet de faire aujourd'hui l'intelligence artificielle et le repérage d'un certain nombre de signes cliniques de la fragilité, notamment dans les risques de chute ou dans la difficulté de se mouvoir, on a potentiellement aujourd'hui devant nous un grand champ de progrès à repérer des fragilités, à pouvoir ensuite travailler sur ces terrains de reconstruction. Je vous donne juste une toute petite anecdote. J'étais hier en Allemagne avec une jeune femme qui a construit une start-up, mais qui a commencé aujourd'hui à se déployer assez largement en Allemagne, travaille avec une centaine de maisons de retraite, où finalement, à travers le déplacement de personnes lambda, vous, moi, mais surtout des personnes âgées, ils sont capables de repérer de façon très très simple des signes cliniques du risque de chute. Et donc, à partir de ce tableau, et c'est vraiment un système de cadran très simple, eh bien, ça permet de mettre en place, alors c'est évidemment très utile dans un établissement hospitalier ou dans une maison de retraite, mais ça peut être aussi très utile à domicile. Ensuite, évidemment, on voit bien tout ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour prévenir une chute grave et puis pour travailler aussi médicalement sur les aptitudes pour éviter justement, pour reconstruire plus d'autonomie. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense vraiment ça vaut vraiment la peine aujourd'hui de s'intéresser au repérage des fragilités parce que c'est pas seulement poser un nom sur quelque chose qui serait une espèce de condamnation, mais au contraire, c'est repérer quelque chose autour duquel on peut de plus en plus, on peut travailler et on va pouvoir de mieux en mieux travailler dans des conditions qui sont plutôt ludiques ou en tout cas qui ne sont pas forcément traumatisantes, tout au contraire pour l'intéresser. Et donc c'est vraiment autour de cela qu'on voudrait pouvoir échanger avec vous ce matin et ce soir. Vous allez me dire que je ne sais plus où je suis entre mes différents déplacements. Et je voudrais pour cela saluer très chaleureusement les différents intervenants qui vont venir à la fois nous apporter leur expertise scientifique, médicale, de praticiens. Et puis aussi, nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous Madame la députée Audrey Dufeu-Schubert qui vient d'être chargée officiellement d'un rapport par le Premier ministre sur l'agisme et qui va pouvoir apporter son regard justement cette fois-ci de responsable politique et à l'aune des constructions de politique publique sur finalement ce que lui inspire aujourd'hui ce que les praticiens du grand âge proposent. Et alors parmi ces praticiens du grand âge, eh bien, nous avons la joie d'avoir le professeur Gilles Beru, que l'on ne présente plus, qui intervient ici à la fois comme chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du
CHU de Nantes, mais aussi, comme je l'ai dit, membre du conseil scientifique de la Fondation Corian. Merci, cher Gilles, d'être là aujourd'hui. Nous avons aussi un deuxième praticien, le docteur Michel Béguet, qui, lui, est chef de service de médecine physique et de réadaptation au sein d'une clinique du Sud-Ouest, la clinique Marienia à Cambo-les-Bains, qui est une clinique qui fait autorité, référence dans son domaine et qui donc lui a la pratique. J'imagine que vous allez nous expliquer bien plus concrètement que je ne pourrais le faire, tout ce que vous inspire vos années de pratique professionnelle avec des personnes par construction au moins temporairement fragilisées. Et puis Marianne Fourier, qui elle est directrice de la stratégie de la transformation Santé France, par ailleurs directrice d'hôpital, qui travaille elle aussi, qui a travaillé au cours de ses différentes vies professionnelles depuis longtemps sur ce sujet. Et donc j'espère que voilà, tous les quatre, vous allez pouvoir apporter, j'en suis sûre, un regard riche, éclairé et engagé, ça je n'en doute pas, sur ce sujet important. Et bien sûr, comme toujours, pour animer nos débats, je vais laisser la parole, le micro, à Serge Guérin, qu'il faut accueillir avec encore plus de sympathie et d'amitié que d'habitude, parce qu'il souffre d'une horrible conjonctivite. Voilà. Et donc, il m'a dit qu'avant-hier, il était à moitié sourd et à moitié aveugle. Ça va un peu mieux. Mais néanmoins, je pense que ça n'enlèvera rien à sa tonicité naturelle et à son esprit dans l'animation des débats. Serge, je te cède la parole. Merci Sophie. Et puis, il doit y avoir dans l'assistance une bonne dizaine de médecins et une bonne dizaine d'infirmiers et infirmières et tout. Donc bon, au cas où, il n'y aura pas trop de difficultés normalement. Voilà. Alors, repérer. Quand on a évoqué avec Aude le thème, moi j'ai eu d'abord un tout petit problème de tachycardie parce que repérer, ça me rappelait mon enfance quand j'étais à l'école. Je vous ai repéré. Et donc, on se faisait toujours avoir et tout ça. Et donc, il y a toujours un moment difficile. Donc, se faire repérer, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, ça peut être vécu aussi de cette manière-là par plein de personnes. Je ne veux pas être repéré parce que ça peut me mettre en fragilité, parce que ça me met en fragilité par rapport à mon propre ego, parce que je ne me sens pas en difficulté, ou parce que j'ai peur, en étant repéré, que ma situation soit aggravée finalement. Je suis dans l'entreprise, j'ai pas envie qu'on sache que j'ai telle ou telle difficulté parce que j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur d'être là aussi mis en difficulté. Donc cette notion de repérage, vous voyez qu'elle est très très large, parce que finalement, elle nous pose aussi des questions sur le respect de la personne. Il y a aussi des gens qui ont peut-être le droit de ne pas vouloir être repérés. Et qu'est-ce qui se passe si elles souhaitent ne pas être repérées? Oui, mais on vous a repéré. Ah oui, mais moi je veux pas être repéré. À quel moment il y a un choix de santé publique, à tel moment il y a une éthique pour aller aider cette personne, et à quel moment il y a aussi la notion de respect de l'individu, de la personne qui, quel que soit son âge, peut aussi décider j'ai pas envie d'être aidé, je n'ai pas envie d'être soigné, j'ai envie de vivre autrement, ainsi de suite. Donc on est aussi dans ces problématiques-là. Donc c'est pas aussi simple que mettre des technologies qui permettront de repérer. Ça demande aussi justement cette réflexion autour des conditions du repérage. Ça, c'est la première chose, mais bien évidemment que la globalité de l'histoire, c'est quand même de pouvoir repérer, et en particulier, peut-être repérer les gens qui ne sont pas repérés, justement. Parce qu'il y a des gens, vous savez, c'est comme dans la vie, il y a les gens qui savent toujours bien se placer. Il y a les gens qui, dès qu'ils ont le moindre bobo, vont en parler comme si c'était la 7e plaie d'Égypte. Et puis il y a des gens qui ne savent pas se placer. Il y a des gens qui n'osent pas. Il y a des gens qui ne savent pas, parce qu'elles n'ont pas les mots, parce qu'elles n'ont pas la culture, parce qu'elles n'ont pas les codes pour tout cela. Donc c'est ça aussi repérer, c'est aussi d'une certaine manière réintégrer de l'égalité, réintégrer de manière d'accompagner les personnes. Et accompagner les personnes, c'est aussi accompagner évidemment les gens les plus fragiles. Et une des marques de la fragilité, c'est justement cette incapacité à se faire repérer. Donc, on va nager entre ces deux éléments-là, et donc avec nos trois intervenants. Je vais donc demander d'abord à Marianne Fourier de bien vouloir me rejoindre. Il y a 2 tables, 4 sièges, donc vraiment, on va trouver notre bonheur. Je vais demander ensuite à Gilles Berru de faire de même. Gilles connaît parfaitement les lieux, est déjà intervenu, donc il pourrait y venir les yeux fermés, justement. Et puis au docteur Béguet aussi de nous rejoindre. Alors du coup, les 2 médecins se sont mis de ce côté-là, voilà, et nous, les non-médecins, on va se mettre de ce côté-là, mais on va vous passer un truc qui, aujourd'hui, à 7 heures, sera plus utile qu'un... Bon, c'est comme ça maintenant, mais si tu veux aller là, tu as le droit.
Alors du coup, je vous en laisse un parce que quand même c'est bien. Voilà. Ce sera plus utile ce soir qu'un stéthoscope, ça s'appelle un micro, mais on verra cela tout à l'heure. Alors, oui, aussi. Marianne, alors peut-être on va commencer avec vous sur, justement, je parlais de repérage, c'est aussi la question de la prévention. Et donc vous avez participé à toute une démarche, ça s'appelle Inspire, et autour justement de ces problématiques-là, j'aimerais bien simplement que vous nous explicitiez de manière la plus concrète possible quel était le projet, enfin quel était le projet au départ, et où on en est aujourd'hui et comment tout cela doit se dérouler, et en rappelant bien justement l'objectif premier de cette démarche. Alors, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. J'aurais préféré que ce soit Yves Roland, notre partenaire médical, qui présente ce projet, mais je suis très fière de le faire à sa place. Le projet Inspire est un projet qui trouve son origine dans une réflexion de longue date du professeur Vélas de Toulouse. C'est un projet, c'est en fait un programme, plus qu'un projet, un programme de recherche sur 2 thématiques, le vieillissement et la prévention de la dépendance. Donc c'est un projet qui est développé, qui a démarré en décembre 2018, qui a été lancé en décembre 2018. On a la chance, nous, Corian, d'être partenaire de ce projet à travers nos cliniques du territoire toulousain et nos EHPAD du territoire toulousain. Et l'objectif, finalement, c'est de changer de paradigme et de ne plus s'intéresser aux maladies des personnes âgées, mais plutôt de s'intéresser aux mécanismes du vieillissement, d'essayer de comprendre 2 choses. Les biomarqueurs du vieillissement, mais également ce qu'on appelle l'altération des capacités intrinsèques des personnes, des sujets, altération qui finalement va accompagner ce processus de vieillissement. Donc ce programme Inspire place vraiment au cœur de la réflexion la notion de dépistage, puisque l'idée est de mettre en place le repérage via les biomarqueurs, comme je le disais, mais également via l'altération de ses capacités intrinsèques. Et je voulais vous faire juste un petit zoom sur cette deuxième partie qui nous intéresse particulièrement, nous, acteurs, opérateurs des soins de suite et de réadaptation. C'est donc cette réflexion sur les capacités. Alors, je ne sais pas si ce truc marche. Voilà. On part finalement, quand on parle Inspire, d'un programme international mené par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui observe la personne via 5 domaines de ce qu'on appelle la capacité intrinsèque, que vous voyez apparaître là: la cognition, la mobilité, la nutrition, les fonctions sensorielles et la psychologie. Et on va donc essayer de travailler sur les facteurs de perte de ces capacités et de définir des stratégies de prévention pour lutter contre cette altération qui va mener progressivement. On le voit là, voilà la courbe naturelle, si vous voulez, l'évolution des capacités intrinsèques du sujet, qui au départ est robuste, puis in fine peut devenir dépendant. Je dis peut parce que c'est pas forcément le lot de chacun, en passant par une phase de préfragilité, puis de fragilité. Et donc le programme ICOP va se situer là, dans ces 2 dernières phases, lorsque les capacités commencent à baisser et baissent de façon plus majeure in fine, de manière à essayer de trouver des stratégies pour lutter contre cette altération, cette baisse des capacités. Alors comment on fait ? Voilà, ce petit schéma est très parlant, je trouve, puisqu'il montre pourquoi ces capacités intrinsèques baissent. Elles baissent sous l'effet de plusieurs facteurs qui sont soit des facteurs individuels, maladies, comportements, génétiques et autres, soit des facteurs environnementaux, logement, aide technique appropriée ou pas, transport, etc. Alors, je vais passer rapidement, voilà. Et donc, que propose ce programme ICOP ? Il propose de raisonner en 3 temps. Et le premier temps, comme je le disais, c'est le temps fondateur, c'est le temps du dépistage. C'est, y a-t-il ou pas, poser la question, y a-t-il ou pas chez un sujet, altération ou pas, de ses capacités intrinsèques ? Et on va passer dans le deuxième temps, si effectivement il s'avère qu'il y a cette altération qui est intervenue, dans une phase d'évaluation. Donc on passe à la step évaluation, ça veut dire qu'on va aller
on va explorer davantage cette altération. Et enfin, on va proposer, on va définir une stratégie, comme je le disais, d'intervention pour essayer d'éviter ou de ralentir cette altération de manière à ce qu'on puisse aboutir à un vieillissement en bonne santé, puisque c'est vraiment l'objectif de cette démarche Inspire, c'est cette thématique du bien vieillir. Donc je donne juste un exemple. Vous avez vu qu'une des capacités intrinsèques, c'est la locomotion, c'est de pouvoir marcher, se lever, se mouvoir agréablement. Et un test tout simple, hein, qui est le test du lever de chaise, qui consiste à mesurer le temps que vous mettez en vous levant 5 fois d'une chaise, bras croisés, donc sans vous aider de la force de vos bras. Et si vous dépassez en fait 14 secondes, ça veut dire le dépistage très rapide, hein, très sommaire, laisse entendre qu'il y a effectivement une altération possible de votre capacité locomotrice. Donc là, on va rentrer dans la step 2, qui est la step de l'évaluation. Donc on va faire des tests un peu plus conséquents et sur vos performances physiques, sur les pathologies qui peuvent être associées. Notamment, on va s'intéresser à ce que vous prenez comme médicaments qui pourraient contribuer à cette altération. Et tout ça pour finalement arriver au programme d'intervention sur la locomotion. On va vous proposer, si cela est nécessaire, un programme multimodal. Donc vous voyez de divers exercices physiques, d'endurance, de remusculation, etc. Voilà. Donc ça me semblait important aujourd'hui de parler de ce programme, car pour nous, finalement, ce programme ICOP a vraiment un intérêt majeur dans notre vision des soins de suite et de réadaptation autour du sujet âgé. Et le rapport Libaud, d'ailleurs, dans sa proposition 70, fait l'article de ce programme ICOP et propose son déploiement en France. Et pourquoi pas et nous, on propose en fait aujourd'hui que ce déploiement se fasse à partir du réseau des établissements de soins de suite et de réadaptation qui ont toutes les compétences pour proposer une prise en charge adaptée dans le cas où les facultés, les capacités intrinsèques sont altérées. Merci beaucoup. Alors, j'étais un peu tenté. Dricia, tu as un chronomètre avec toi? Parce que ce lever de chaise, qui n'est pas... Attention, on ne lève pas la chaise. On est bien d'accord? On se lève de la chaise. Peut-être qu'on pourrait le tester ici pour voir les 14 secondes et qui n'y arrive pas. Et du coup, tout de suite, la quinzaine de médecins qui sont présents pourraient déjà intervenir pour commencer à faire des éléments. En urgence absolue, parce que il faut pas... Voilà. Mais docteur, il y a un autre truc qui m'inquiète beaucoup, c'est dans les éléments, il y avait aussi la notion de chute. Quand elle est peut-être celle des cheveux, on est peut-être aussi très très mal placé sur cet élément-là. Donc faisons attention à tout cela. Mais je crois que dans les éléments dont vous avez parlé, il y en a un qu'on oublie trop souvent, qui est la question de l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, on parle beaucoup d'hospitalisation à domicile, de choses comme ça, mais on n'est pas tous égaux là non plus. Et on ne revient pas de la même manière chez soi, selon le chez soi, justement. Et il y a parfois des chez soi qui ne sont pas du tout adaptés, parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce que le sol n'est pas adapté, ainsi de suite. Donc c'est aussi très important d'intégrer cet élément-là. Dans le premier panorama, il y avait cet élément. Alors peut-être aussi, juste pour finir, c'est une fois qu'on a repéré, comment... Vous avez dit, il y a un centre de démarche, mais comment on accompagne, d'une certaine manière, chaque personne, du coup. Donc on doit aller vers un repérage individuel et donc vers un accompagnement individualisé. Absolument. Alors le programme Inspire, en fait, consiste à constituer 2 grandes cohortes. Une première cohorte recherche qui va faire l'objet d'un suivi extrêmement pointu. Il y aura donc 700 sujets de plus de 70 ans, dont 600 assez autonomes et 100 dépendants. Et il y aura 300 sujets âgés de 50 à 70 ans, dont 150 avec un vieillissement accéléré et 150 avec un vieillissement usuel. Ces gens-là donc vont être suivis pendant 8 ans, moyennant des évaluations régulières, puisque tous les 4 mois donc ils seront évalués avec tout un tas de tests de performance, d'IRM, d'analyse biologique, etc. Dans le cas où l'évaluation conclut à une perte de capacité intrinsèque, on entre dans la cohorte dite de soins. C'est la step 2 qu'on a vu tout à l'heure. Et là, donc, on
on a des sujets qui vont se voir proposer des plans d'action notamment d'activités physiques adaptées, de diététique, d'appareillage en lunettes, en prothèses auditives, etc. Et qui vont être évalués et donc suivis, là encore, tout au long de ce process. Donc on va avoir un suivi vraiment très renforcé dans le cadre du programme Inspire, aussi bien par des ARC, des assistants de recherche clinique, qui vont se déplacer dans les SSR, dans les EHPAD, mais également par des infirmières de coordination qui ont été formées sur ce programme. Et puis nos médecins, nos paramédicaux, nos rééducateurs des cliniques SSR vont également être formés et participer. Donc ce suivi, il sera humain. Il sera également ce suivi adossé à une application spécifique qui va être mise en place, qui est validée par l'OMS pour que le patient puisse s'auto-évaluer lui-même. C'est très dans le temps, dans le vent, pardon, à la mode, mais c'est très important puisque cette auto-évaluation est déjà mise en place aux États-Unis. Donc elle va être testée dans le cadre de ce programme Inspire et va ensuite pouvoir être déployée sur tout le territoire. Donc il y a une plateforme de suivi avec des infirmières qui sont au bout du fil, qui vont réguler les actions à mettre en œuvre et qui vont suivre le patient qui lui-même aura donc une démarche active de suivi. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre, puis il y aura des questions et autres. Alors, docteur Béguet, d'abord, peut-être, pour commencer, vous êtes un spécialiste de médecine physique. Juste en 2 mots, c'est quoi la différence entre la médecine physique et la médecine du sport? Juste pour qu'on comprenne bien où nous sommes. Et puis après, on continuera sur votre action qui est très singulière, puisque ce sont des gens qui ont déjà eu des problèmes et parfois de graves problèmes, et vous êtes dans des logiques, mais même là, les questions de prévention, elles existent. Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, je suis médecin de médecine physique. C'est une spécialité qui n'est pas très connue. La médecine physique, c'est une médecine du handicap, en fait. Donc, je ne suis pas gériatre. Je ne m'occupe pas forcément de gens qui sont âgés. Je m'occupe de personnes qui ont eu un accident de la vie et qui, à un moment donné, ne peuvent plus retrouver leur autonomie. Ça peut être des accidents de la vie traumatiques, mais aussi neurologiques. Prenons l'exemple de l'AVC. Oui, si là, vous voulez. dans votre exercice à Combo, oui. Il y a en particulier beaucoup de personnes qui sont touchées par cette problématique de santé publique complète. Oui. L'histoire d'AVC, on travaille beaucoup sur ces questions oui. de prévention et autres. Oui. Et vous, les gens ont déjà, comme on dit, fait un AVC, Oui. et vous travaillez avec eux sur histoire qu'ils n'en fassent pas un deuxième. C'est un peu ça. Alors oui, je finis ma réponse de tout à l'heure. Le médecin physique va coordonner en fait un ensemble d'acteurs qui va essayer d'améliorer la situation du patient par de la rééducation dans un premier temps et par de la réadaptation dans un deuxième temps. Ce qui est particulier dans ce métier, c'est que souvent on est déjà acteur sur le terrain de la médecine hospitalière, puis on reçoit notre patient dans le service de soins de suite et réadaptation spécialisée pour l'accompagner dans sa rééducation avec les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les neuropsychologues, tous les acteurs de la rééducation et bien sûr les équipes de soins dans des environnements spécifiques. Et l'objectif va être de les ramener à l'autonomie, soit chez eux, soit dans un environnement qui leur sera favorable. L'AVC, c'est un bon exemple. L'AVC, c'est un problème de santé publique, 140 000 nouveaux cas par an, un AVC toutes les 4 minutes en France. Quand même. Donc là, il y a un petit risque là, sur les 2 heures. Il y a quand même un petit risque. D'accord. Voilà, bon, remarquez, il vaut mieux le faire ici. J'ai respiré un petit peu, j'ai senti un frémissement. Voilà. Ah oui, d'accord. Quand même. Et donc, parmi ces patients, on va en avoir quand même une grande partie qui vont être âgés, mais pas seulement. L'âge moyen de survenue d'un AVC, c'est 73-74 ans, mais il y en a quand même 25% qui vont faire un AVC avant 65 ans et 10% avant 45 ans. Donc, ce n'est pas un problème de personnes âgées, l'AVC, c'est un problème de la population, un peu plus de la personne âgée. C'est un problème de mode de vie ou on est prédestiné? Alors, il y a quelques terrains prédestinés, mais il y a surtout des facteurs de risque. Et quand on dit repérer, ça va être repérer ces facteurs de risque. D'accord. Donc, les facteurs de risque primaires vont être surtout repérés par les unités de médecine de court séjour. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le cholestérol, c'est l'arrêt du tabac. Toutes ces choses-là vont être en général... L'arrêt du tabac, ça ne crée pas l'AVC? Non.
Non, je vous remercie. Ah oui. Non, mais c'est... Oui, c'est donc de fumée qui va créer l'AVC. D'accord. Et donc, on va Je dis l'inviter. ça pour certaines personnes ici qui, du coup, pourraient utiliser cet argument. Vous savez comment sont les gens. On a sous-entendu que le vin pouvait prévenir, mais non, c'est pas vrai non plus. Voilà, ça s'appelle des lobbying. Voilà, un peu. Et donc, bon, en général, ces facteurs de risque très connus de maladies cardiovasculaires ont été dépistés vraiment en amont dès que malheureusement l'accident vasculaire est survenu. Mais la vraie force de la prévention et du dépistage, c'est que l'accident vasculaire cérébral n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une grande politique d'information auprès des populations pour justement essayer d'arrêter de fumer, essayer de mieux contrôler l'hypertension artérielle, entre autres. Malheureusement, quand les patients arrivent en médecine physique et réadaptation, dans nos structures de SSR spécialisées en affections neurologiques, c'est qu'ils ont fait leur accident vasculaire cérébral. Donc, on va essayer de les rééduquer, de les réadapter, mais aussi de les informer sur les raisons pour lesquelles ils ont fait leur AVC et essayer de faire en sorte qu'ils n'en refassent pas un. Selon les études, 10 à 20% de ces patients peuvent refaire un accident vasculaire cérébral. Et il est fort probable que ça soit sous-estimé. On va donc accompagner ces patients sur une meilleure régulation de leur tension, de leur diabète, de leur cholestérol. Mais on va aussi, et ça c'est la prévention donc secondaire, on va essayer d'éviter qu'ils en refassent un. Mais en médecine physique, on va aussi s'intéresser beaucoup à ce qu'on va appeler la prévention tertiaire. C'est comment on va faire pour éviter que les complications liées à l'AVC ne viennent encore plus gréver le pronostic fonctionnel des gens. La spasticité, les chutes, la dépression, 30% de dépression grave chez les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral. La spasticité, c'est l'hypertonie que les gens peuvent présenter après une hémiplégie. Aujourd'hui, les structures de médecine physique sont très engagées sur la spasticité. Les structures spécialisées proposent des injections de toxines botuliques, des programmes de chirurgie d'amélioration de la fonction pour ramener ces gens à l'autonomie. Donc c'est une forme de prévention parce qu'on va éviter les chutes, on va éviter la dépendance, on va également aider les aidants à simplifier la vie de tous les jours. Cette prévention tertiaire, il faut l'accompagner. Donc, il faut l'accompagner au-delà de nos structures. Donc, même après l'hospitalisation, on va construire des programmes de suivi de ces patients. Ce sont des programmes qui sont très accompagnés par notre système de santé français, puisque désormais, nous avons des consultations post-AVC organisées en binôme avec les neurologues qui voient souvent les patients après leur AVC. Et secondairement, nous les revoyons pour refaire le point sur l'autonomie et le handicap, en consultation multidisciplinaire ou simplex. Mais dans notre établissement, nous avons mis d'autres processus en place. Nous avons mis d'abord en place un programme d'évaluation complexe du handicap, une forme un peu originale d'évaluation médicale multidisciplinaire sur une journée. Et puis, très prochainement, nous allons ouvrir et déployer l'activité d'une équipe mobile de médecine physique qui va nous permettre d'aller au domicile des patients. Vous parliez tout à l'heure dans le programme que Marianne développait, l'idée de l'accompagnement sur le lieu de vie du patient, c'est exactement ce que nous voulons faire. C'est-à-dire l'amener dans son domicile, mais aussi configurer celui-ci par rapport au handicap qu'il a malheureusement acquis. Ce qui est intéressant là, c'est que vous sortez d'une vision hyper technicienne du soin. Alors, je m'occupe du problème, puis après, c'est plus mon sujet. Et là, vous continuez votre mission d'une certaine manière. La notion de soin, on pourrait dire de care, là pour le coup, c'est vraiment la globalité de la personne et comment on entoure, comment on accompagne cette personne. C'est vraiment l'objectif. Et on a même, pour rejoindre encore ce qu'on a entendu tout à l'heure, on a même en projet de déployer une forme de consultation de télémédecine, d'une part pour pouvoir suivre ces patients, mais aussi pour pouvoir continuer à les coacher au domicile. Parce qu'il y a une partie médicale dans ces consultations, mais il y a aussi toute une partie paramédicale. On a mis en place, avec d'autres équipes, des programmes d'auto-rééducation, mais comme chacun de nous dans la pièce, l'auto-entretien, c'est un peu compliqué. On est très motivé quand le nouvel an arrive. On se dit voilà les bonnes résolutions de l'année, et puis malheureusement, elles s'effritent au fil du temps. Nous souhaiterions pouvoir proposer un coaching soutenu par des paramédicaux qui auront pris en charge le patient
initialement et qui pourra recontacter donc le patient en disant est-ce que vous avez fait vos fiches techniques, est-ce que vous avez eu des soucis, est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous revoie pour remettre tout ceci en place. Donc c'est vraiment un acte de prévention tertiaire qui vient compléter la prévention secondaire dont on parlait tout à l'heure. On remarquera d'abord votre grand talent parce que ces décisions de faire plus d'activités ou ça qui s'effritent, c'est bien joué. Parce que souvent, en effet, du coup, on préfère certains régimes qui ne sont pas nécessairement les plus adaptés plutôt qu'en effet faire certains exercices. Mais cet accompagnement par des personnels non médicaux et tout ça, est-ce qu'il prend en compte, est-ce que les personnes sont elles-mêmes formées à accompagner des gens qui culturellement, qui socialement ne leur correspondent pas nécessairement? Comment vous prenez en compte le fait qu'il y a des gens qui, culturellement, qui en termes de connaissances, de capacités cognitives, de culture, sont moins capables que d'autres de se projeter dans l'avenir et de tenir un exercice de manière extrêmement régulière? Alors c'est une question extrêmement difficile. Alors la problématique, si on reste sur la thématique de l'accident vasculaire cérébral, ça va plutôt être l'écueil des troubles cognitifs qui malheureusement ne va pas toujours permettre aux patients de s'impliquer, de s'intégrer, de s'approprier surtout ce qu'on aimerait lui apprendre. Il y a une vraie démarche d'accompagnement des aidants que l'on fait trop peu, qui sont des acteurs extrêmement importants puisque ce sont les premiers, les seconds à vivre le handicap de plein fouet. Il faut qu'ils soient absolument des acteurs et des partenaires même dans la prise en charge de ces patients. Ils doivent être donc dans la boucle de l'accompagnement, de la prévention. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous avez bien pris en compte, qui fait vraiment partie de votre approche. Franchement, je pense que les aidants ne sont pas assez encore accompagnés. Nous avions envisagé de faire un programme d'information patient lorsque les patients arrivent à Marignat, dans notre établissement. On souhaitait organiser des groupes de parole pour les familles. Mais l'organisation, la logistique de tout ça, pour le moment, n'a pas permis on n'a pas abouti à l'organisation de tout ceci. Mais je crois que c'est une vraie idée. On peut faire des choses plus simples, faire peut-être des petits pitchs qui seraient à la disposition des familles, justement, et leur dire, voilà, on aimerait vous apporter cette information toute faite, parce qu'organiser des réunions, organiser des rencontres, c'est pas toujours facile, et peut-être faire une forme d'éducation thérapeutique de l'aidant. Et probablement que la prévention doit s'appuyer sur cette prévention thérapeutique. C'est un vrai effort que font aujourd'hui toutes les structures de santé. Et l'éducation thérapeutique doit reposer aussi sur l'entourage du patient. D'accord, en faisant attention à ne pas laisser l'aidant seul avec trop de responsabilités, toutes les difficultés. Mais je pense, Audrey Dufeu-Chaubert, que tout à l'heure, vous aurez à cœur de revenir sur ce sujet-là, parce que la question des aidants, alors il y a eu vote, non-vote et ainsi de suite à l'Assemblée, mais ça reste un des enjeux absolument majeurs, tout simplement de créer une société solidaire de la longévité. Alors, les aidants, ce n'est pas seulement pour accompagner des gens très âgés, ça peut être aussi, malheureusement, des familles qui ont un enfant touché par handicap, des personnes qui, dans un couple, par exemple, à la quarantaine, ont la telle ou telle maladie chronique. N'empêche que, c'est une réalité aujourd'hui absolument majeure, plus de 11 millions de personnes. On estime qu'il y a 500 000 enfants qui sont concernés, ainsi de suite. Donc on est vraiment dans quelque chose qui a toujours été, mais qui aujourd'hui encore plus, est vraiment un sujet absolument majeur. Alors, avec Gilles Berru, on va poursuivre. Et là, nous étions dans des établissements qui reçoivent des gens qui ont été assez gravement touchés. Là, on va aller dans les maisons de retraite. Alors, Gilles, vous ne le savez pas, docteur Béguet, mais est un très très grand sportif. Il travaille en particulier des mains, parce que c'est un pianiste, mais de très très haute volée. Alors là, il n'aura pas le temps ce soir, mais il est capable de vous emmener danser pendant des heures, plutôt sur du jazz et ainsi de suite. Mais du coup, ça l'oblige aussi à faire de l'exercice. Donc lui-même, voilà. Et par ailleurs, il m'énerve toujours beaucoup parce que côté chute des cheveux, il est assez protégé. Mais bon, passons. Alors Gilles, là aussi, en maison de retraite, on va dire beaucoup de gens rentrent en maison de retraite, ils sont accueillis dans les maisons de retraite parce qu'ils ont des troubles cognitifs. On résume très souvent en disant maladie d'Alzheimer, ce qui évite de réfléchir plus que ça. Vous, l'idée, c'est aussi de dire, mais il faut là aussi repérer les différents troubles cognitifs. Et là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas du tout... on s'y attend pas, quoi, d'une certaine manière. C'est contre-intuitif. On dit, ben non, on sait, puis qu'ils viennent pour ça. Mais vous dites, maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein de raisons par rapport à ces troubles. Oui. La question qui est posée, c'est comment finalement faire une évaluation qui puisse être utile. Et dans les types de troubles cognitifs, on peut séparer des troubles de type
instrumentaux, c'est-à-dire sur des fonctions précises, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer, le trouble de la mémoire, qui est bien repéré. Et puis, il y a des fonctions cognitives qui sont beaucoup plus stratégiques, qui nous permettent de faire de la planification, de l'anticipation, du raisonnement, de la mise en contexte, qu'on appelle les fonctions exécutives. Et en fait, ces fonctions exécutives, elles sont à la charnière de 3 axes importants. Notre manière de réfléchir et de ressentir, c'est-à-dire que toute la psychologie est dépendante de ces fonctions exécutives. Du côté somatique, c'est tout l'équilibre et la marche qui sont liés aux fonctions exécutives. Et on découvre de plus en plus, en particulier, que les fonctions d'inhibition perceptive sont au centre de l'équilibre. Et puis, troisièmement, la cognition sociale. Cognition sociale qui est souvent représentée par la théorie de l'esprit, l'empathie, ou par ce qu'on appelle la théorie morale de la justification, qui sont finalement notre capacité à être en lien avec les autres et avec l'environnement, qui sont aussi ces fonctions exécutives. La place prépondérante de la maladie d'Alzheimer comme enjeu de santé publique, la recherche du diagnostic ont focalisé l'attention des consultations, mais aussi des politiques publiques sur cette maladie en prenant appui sur les fonctions instrumentales style mémoire. D'ailleurs, on parle de consultation mémoire. Mais en fait, le véritable enjeu en termes d'autonomie pour la personne, c'est-à-dire que 85% des personnes qui demandent une allocation personnalisée autonomie ont des troubles des fonctions exécutives. La relation avec les thérapeutes et les autres résidents, mais aussi avec les proches, qui est dépendant d'une cognition sociale et liée aux fonctions exécutives. Et donc finalement, sans doute que le fait de repérer la maladie d'Alzheimer peut être intéressant dans une perspective d'un éventuel traitement qui pourrait modifier la maladie, mais en termes de prise en compte des difficultés de la personne à domicile sous ce qu'on appelle la dépendance, lors d'admission en résidence et dans toutes les structures intermédiaires, et dans la formalisation des projets adaptés personnalisés, ce sont les fonctions exécutives qui sont au centre du dispositif. Or, le thermomètre que nous avons pour la cognition, qui s'appelle le Mini-Mental Test, n'explore pas du tout les fonctions exécutives. Et donc ça devient une sorte de scotum que l'on ne voit pas, et donc on ne peut pas prendre en compte, et qui ne nous permet pas de véritablement construire des programmes adaptés. D'où l'idée, c'est de promouvoir la recherche de ces troubles exécutifs en essayant de les repérer avec des tests simples, afin non seulement de connaître mieux les résidents, mais surtout de construire des projets qui soient adaptés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cognition sociale avec l'empathie. Vous voyez tout l'aspect de prise en charge personnalisée de la personne, d'une prise en charge en humanité de la personne là où elle est, avec le renforcement de l'estime de soi, avec la capacité à mettre en évidence les possibilités restantes et non pas simplement que les déficits, pour que la personne puisse se retrouver actrice, même dans des gestes simples. Et donc, on a un enjeu qui est majeur, parce qu'il fait levier, en fait, sur l'ensemble d'une prise en charge de qualité. C'est pour ça que, à côté de ce qui a été dit dans le projet ICOP, qui est une recension, finalement, des connaissances par l'OMS, et qui va être mis en recherche grâce au travail Inspire de Toulouse, qui est remarquable. Il convient également, et le rapport Libaud en parle, de faire une articulation générale de ce repérage, c'est-à-dire qu'au-delà du modèle conceptuel, il faut qu'on puisse faire un repérage qui s'insère dans la vie des personnes et qui ne soit pas une contrainte ou une sorte d'impératif au bien vieillir. Et donc là, il faut vraiment construire une politique. Et dans ce sens-là, il est important que ces notions-là puissent être dans des itinéraires de vie, qui puissent être personnalisés, qui puissent en effet rendre les proches acteurs de cela. Et finalement, construire une politique du grand âge, c'est tout simplement articuler ces notions-là au plus proche du besoin, du ressenti, des territoires et des acteurs. Et le moyen de mobiliser tout le monde d'une manière aussi vaste,
c'est tout simplement changer en premier notre regard sur l'âge. Ça, c'est vraiment capital. Ça fait l'objet d'ailleurs de la première rencontre de la Fondation sur le vocabulaire, le ressenti, qu'est-ce que l'âge. Et c'est pour ça qu'on a en fait une sorte d'écharde sous le talon, de cailloux dans la chaussure, qui nous empêche de mobiliser une intelligence collective autour de cela. Ça s'appelle l'agisme. Et donc, il est véritablement capital que l'on s'attaque à cette question de l'agisme pour qu'on enlève de nos têtes tous les mécanismes habituels pour dire « Ah, c'est pour les personnes âgées, ah bah ça va coûter cher ». Ou bien « Ah bah ça va prendre de l'argent à autre chose ». Ou bien « Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut faire vraiment tout ça pour les personnes âgées ?» Quelquefois, ce n'est pas exprimé parce que ça ne fait pas chic, mais n'empêche que c'est pensé. Et ça nous empêche, depuis de nombreuses années, d'être véritablement positif pour construire une politique de la qualité. Et c'est pour ça que ces questions de repérage, que ce soit l'excellent travail qui est mené à Toulouse, que ce soit l'articulation qu'on pourrait en faire en termes de politique générale grâce à la loi Grand Âge Autonomie que nous espérons passer devant l'Assemblée nationale, il sera très important de nous mobiliser pour comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose en plus pour une niche populationnelle particulière qui nous coûte trop cher, mais qu'il s'agit d'un véritable changement de paradigme sociétal avec 30% de la population qui va retentir sur toutes les générations, qui va changer nos territoires, nos trajectoires de vie, et que ce repérage, il doit s'introduire dans cette nouvelle vision, et du fait que, dans ce cas-là, la personne âgée n'est pas simplement une niche, elle devient, par le grand nombre des personnes, le levier pour une société inclusive, parce que ce repérage-là, on pourra le faire aussi vers d'autres vulnérabilités. J'aime bien de temps en temps citer Serge Guérin, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il dit que si on associe les personnes qui sont en difficulté sociale, si on met les personnes qui sont âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de maladie chronique, on a un Français sur deux, dans 10 ans, qui sera dans une situation de marginalité par rapport au modèle de la performance qui réussit dans un travail bien rempli. Et donc, soit on fait une société pour tout le monde, soit on fait une société pour 50% des personnes. Et le seul moyen de faire levier là-dessus, c'est de nous extraire de l'agisme et de construire une véritable politique inclusive. Et tout est finalement lié. Quel talent, on peut l'applaudir. Oui, oui. Gilles faisait référence à ce travail sur les mots. On le retrouve sur le site de la Fondation. C'est un travail qui a été fait sur les bons mots pour le dire. Hein, c'est-à-dire cette notion de... Alors, ça revient régulièrement. Il y a à nouveau, au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, il y a eu un groupe de travail qui s'est mis. Madame la députée, votre travail sera aussi dans ce cadre-là. Mais c'est un combat permanent parce que simplement... Je reprends toujours la formule de Camus. Hein, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Mais... tant qu'on ne nomme pas, on n'agit pas. Ou si on agit mal. Donc ça reste toujours quelque chose d'absolument majeur. Ça commence toujours par là, parce que finalement, ça commence par les idées. Et il y a beaucoup de gens qui disent « je suis juste pragmatique ». Mais le pragmatisme sans idée, c'est l'opportunisme dans le meilleur des cas, ou c'est l'échec. Donc voilà, donc en effet, réfléchir à cela. Et donc en revenant sur le site, vous trouverez aussi cette étude, parce qu'elle est extrêmement intéressante sur quel terme on utilise. Par exemple, sur la question... D'accord. Sur la question, par exemple, du grand âge, quand on demandait aux personnes elles-mêmes, c'était le terme d'aîné qui revenait le plus. Parce que d'une certaine manière, j'ai toujours une fonction sociale si je suis l'aîné. Je suis l'aîné, donc je suis en responsabilité des cadets, d'une certaine manière. Et donc je peux avoir 115 ans, même si je suis très fragile, j'ai bien quelque chose autour de cela. Et d'ailleurs, l'aîné, souvent, est là aussi pour transmettre, ce qui me renvoie aussi à d'autres choses extrêmement importantes. Alors Gilles, peut-être pour aller très très vite, donc avec la Fondation, il va y avoir une étude qui va être menée autour de ce qui a été dit. En quelques mots, pas assez court, mais nous redire un petit peu quelle va être la démarche de recherche sur laquelle on va s'associer d'ailleurs avec le Gérontopole. Alors l'ambition est de mettre en évidence au sein des EHPAD les troubles exécutifs, et notamment chez des personnes qui ne présentent pas de manière évidente un déclin cognitif global,
mais qui sont pourtant en EHPAD parce qu'ils ont une difficulté sociale d'autonomie. Mettre en évidence la caractérisation de ces troubles exécutifs pour construire des projets thérapeutiques adaptés, personnalisés. Voilà, c'est en quelques mots, mais Serge est parti, ça n'intéresse plus. Si, il est ça me volatile, passionne. ce garçon. Il est volatile. Ah, tant que je ne suis pas volage. C'est ça. Dans l'agisme, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'on pourrait penser que l'agisme est passif, puisque sans le dire, on est contre. Mais en fait, dans la racine d'agisme, il y a agir. Oui. Donc finalement, agir contre les âgés, de c'est certaine ça. manière. Donc finalement, c'est plus actif que ça. Faudrait n'y voyez aucune attaque par rapport à un autre groupe qui siège à l'Assemblée nationale. Hein, agir ne veut, voilà, n'y voyez rien de, voilà. D'autant plus que l'une des députées est aussi très très engagée sur ces thèmes-là et vient aussi beaucoup nous soutenir. Alors, on va continuer tout simplement. Alors, il y a quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans les trois et qui revient d'une manière beaucoup plus large. C'est la question de comment. Alors, j'essaie de trouver les termes parce que on peut très vite être dans le jugement social. On peut très vite être dans l'exigence. Vous n'êtes pas assez autonome, vous n'êtes pas assez responsable. Vous savez, je ne reprendrai pas par correction avec notre représentante de l'Assemblée nationale, mais voilà, il y a pu y avoir des mots comme ça assez rudes en disant à tel ou tel chômeur, il suffit d'eux. Et pour les malades, on dit parfois aussi un peu les mêmes choses. Il y a des gens qui fument et on va leur dire « Ouais, mais tu sais très bien qu'il ne faut pas fumer. » Et n'empêche que, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et donc, comment, en respectant la personne, comment en respectant ses propres difficultés, comment en intégrant justement son environnement, comment, de vos trois cas, on aide la personne à être plus autonome, plus responsable par rapport justement à sa situation de santé. Comment on fait très très concrètement et comment vos trois activités, vos trois actions, vos trois recherches contribuent justement à redonner ou à donner tout simplement de l'autonomie, y compris à des personnes qui ne sont pas culturellement, qui n'ont pas été formées pour cela. Alors, le programme Inspire, justement, aborde cette dimension de ce qu'il appelle, Vélas, la résilience des patients. Et explique que, au-delà de l'évaluation de l'efficacité des programmes d'intervention, ce qu'il appelle les soins intégrés, personnalisés, au-delà de cette efficacité, il y a effectivement cette mesure de la résilience qui va être un des objectifs du programme pour essayer de comprendre dans quelle mesure on arrive à faire adhérer le patient à cette démarche, dans quelle mesure il s'implique dans sa propre prévention finalement de l'altération de ses capacités et dans comment on fait, on transforme ce sujet en un patient actif pour sa propre santé. L'idée de Vélas là, de rajouter finalement une troisième cohorte qu'il appelle la cohorte de la Web Study, donc cette cohorte de patients qui vont être des patients un peu plus actifs, un peu plus autonomes et qui seront en mesure de suivre de faire leur propre auto-évaluation sur leur smartphone, elle s'intègre dans cette démarche-là. L'idée donc c'est que on apprenne, donc on les forme, ces gens-là, à s'auto-évaluer. Alors il y a des questionnaires qui vont leur être soumis régulièrement et ils vont saisir des réponses sur leur qualité de vie, sur leur façon de leur hygiène de vie, etc., qui vont donc les amener finalement à prendre en compte ces éléments de suivi et d'être leur propre acteur de santé. D'accord. Docteur Béguet, c'est un petit peu la même question, mais en y incluant la question du rural. C'est-à-dire que vous exercez, votre organisation, elle est à Combault-les-Bains, elle est plutôt éloignée des grands centres urbains. Il y a des choses comme ça. Comment, là aussi, on fait pour à la fois suivre des personnes qui peuvent être très loin, pas nécessairement en termes de distance, mais en termes de temps, et avec des personnes aussi qui n'ont pas nécessairement accès à tous les éléments d'information. Comment, du coup, on prend en compte, et peut-être d'ailleurs, c'est ma vision de bobo parisien, mais peut-être que le fait d'être dans du rural favorise peut-être aussi des formes de proximité. Alors, il y a le rural et il y a le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est pas tout à fait le rural. Alors,
Alors, mais je ne suis pas encore indépendant, hein, mais... Non. Mais c'est un peu vrai parce qu'il y a une notion en Béarn, au Pays Basque, dans les Landes, il y a une notion de famille et de regroupement familial qui reste quand même très prégnante, ce qui n'est pas tout à fait le cas partout. Moi, je pense que pragmatiquement, il y a 3 messages pour accompagner la prévention globalement et comment on doit la construire. D'abord, il faut être convaincu. Il faut que nous, les professionnels de santé, on soit convaincus. Pour être convaincu, il faut être formé. Donc il faut poursuivre la formation de nos professionnels de santé et soi-même nous former. Il faut être convaincant. Et donc être convaincant, c'est être d'abord convaincu et puis savoir mettre en place les démarches et les actes qui vont permettre aux patients de comprendre ce qu'on veut faire. Et puis il faut être engagé. Engagé, c'est savoir mener ses équipes et il faut être devant pour mener les équipes. Par définition, pour être suivi, il faut être devant, je crois. Et donc, c'est pareil avec les patients, c'est pareil avec les familles. Je crois que si on arrive à leur faire comprendre qu'on est là avec eux et pour eux, je ne crois pas que la dimension sociale ou culturelle ne résiste à ça. Voilà. Alors, bel engagement et en tout cas, il faut au moins essayer. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Alors, Gilles, peut-être sur un autre élément qui est celui de la prévention. On l'a beaucoup repéré, c'est aussi évidemment pour prévenir. Dans le rapport Libault, il y a eu pas mal de choses sur la prévention. Il faut dire qu'on a une ministre de la Santé aussi qui, depuis qu'elle est arrivée, insiste beaucoup. Et c'est sans doute la première fois qu'on a un ministre qui autant évoque cet enjeu majeur. Je rappelle qu'en France, 2% du budget santé va vers la prévention. Le Québec, c'est à peu près 8%. Faire de la prévention devrait être un principe numéro 1 de toute politique de santé publique. Et ce n'est pas Loïc Josserand qui est quelque part dans l'assistance, qui participe aussi au comité scientifique et qui est un médecin de santé publique, qui, je pense, dira l'inverse. Mais donc, comment toi, tu as lu les propositions du rapport Libault sur cette problématique de la prévention ? Sur la participation... Il ne va pas y répondre parce qu'il aime bien... C'est pas ça. Sur la participation du patient, je pense que la formation, c'est le mot-clé, y compris en EHPAD. Je referme. Sur la prévention, j'ai eu la chance de participer à l'atelier prévention qui a préparé le rapport Libault. Je pense qu'il est vraiment important d'introduire 2 notions pour réussir la prévention. La première, c'est l'individualité des parcours de vie. Le grand âge, c'est l'âge de l'hétérogénéité. Nous ne vieillissons pas pareil les uns et les autres, et pas au même rythme, et pas dans le même contexte. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui est compliqué pour une politique générale, mais c'est comment on trace des parcours qui peuvent être individualisés. Je vais prendre un exemple bref. 55-65, c'est l'âge de hypertension, diabète, cholestérol, pour ne pas faire un AVC à 75 et aller voir... On a envie d'aller vous voir, tellement vous êtes charmant, mais on va essayer, on va essayer de ne pas y aller. En ami, ou en visite comme ça. Donc, ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y a une première tranche 55-65 où, pour chacun, il faut vraiment, avec la pression à 13,8, avec l'HbA1c inférieur à 7% et un LDL cholestérol inférieur à 1,3. Bon. Alors, après les 14 secondes pour lever la chaise, on va aussi peut-être faire une petite prise de sang. En fait, il y a une prise de sang juste avant le repas. Enfin, on ne vous l'a pas dit ? On vous expliquera, oui. Il faut aller là-bas, on vous expliquera. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le bilan autour de la retraite. Mais vous voyez bien, quand je vous dis la retraite, c'est quoi l'âge de la retraite ? En fait, 41% des gens de plus de 55 ans travaillent. Donc il y en a qui ne sont pas à la retraite, mais qui ne travaillent plus. Après, il y a ceux qui sont à la retraite, mais il y a l'âge légal. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait l'âge du milieu, l'âge d'équilibre, l'âge idéal, l'âge pourquoi pas, voilà. Et donc, finalement, on voit très bien derrière cela, et c'est finalement prendre en compte la réalité, c'est-à-dire que l'âge de la fin du travail est un âge un peu souple, où on a envie de faire un bilan, un peu de revoir aussi dans ses manières de vivre, de ses manières de se loger, ses manières d'habiter aussi en couple ou avec des amis, ou etc. Et puis, il y a encore un autre âge, c'est l'âge d'une fragilité qui va poser des problèmes, d'une capacité d'autonomie à se gouverner. Et donc là, c'est encore un autre temps. Mais certains, ça va être 75 parce qu'ils ont fait un AVC, d'autres, c'est 97. La plupart, c'est entre 86 et 89. Donc on voit bien qu'il y a des repères et les personnes qui étaient dans cet atelier étaient tous d'accord sur ces repères, mais qu'il faut qu'on puisse, les uns et les autres, y avoir recours au bon moment.
sans que ça soit une injonction à la santé ou bien vieillir, qui est un oxymore d'ailleurs. Parce que comme le vieillissement est un déclin dans notre culture, bien vieillir, ça veut dire bien décliner. Donc on a une complication sur le bien vieillir. Ou peut-être maintenant, pour utiliser le terme d'altérer, bien altéré. Bien altéré, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Parfaitement altéré. Et si on n'altère pas, on se désaltère. Oui, j'allais le dire, oui. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a du mal à rester sérieux avec Serge, 5 minutes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le territoire. C'est-à-dire qu'on ne vit pas hors sol. Et surtout, avec l'âge, on est de plus en plus inclus dans un territoire, dans une proximité. Proximité de voisinage, de famille, de communes, de villages et de quartiers, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à faire cette articulation territoriale. Et là, on se retrouve sur un os qu'on n'arrive pas à résoudre, qui est comment faire, je vais le faire simple, pour qu'une métropole ou une mairie, un département et une ARS travaillent ensemble main dans la main. Et ça, dès que j'ai soulevé cette question, on se dit, oh là là, c'est pas pour demain. Et donc, mais il va falloir qu'on le résolve. Et si cette loi autonomie nous permet de créer des passerelles pour faire des co-constructions autour d'un territoire, avec des projets du territoire qui a fait un diagnostic longévité, c'est-à-dire qui s'est projeté avec une augmentation du nombre de personnes âgées sur qu'est-ce qu'on fait ensemble. Alors là, on peut réussir ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça soit bénéfique pour tous. Il faut que des actions aussi bien repérées et fondées que celle qui est proposée dans ICOP puissent s'inclure à la fois dans l'individualité et dans le territoire pour véritablement nous concerner tous sans que ça soit une contrainte. Voilà. La prévention qui est une vaccination est une prévention qui est difficile à faire passer parce qu'elle est contraire. Alors, la vaccination est indispensable, et voilà. Mais pourquoi on le vit mal? Parce qu'un siècle de l'individualité, à des âges où on se sent de plus en plus unique, eh bien, rentrer dans des modèles normés, obligatoires de prévention, ne nous plaît pas, ne fait plus partie de notre répertoire de vie au monde. Et c'est toujours l'éternelle question. Autrefois, on avait des personnes qui étaient, et encore aujourd'hui, qui sont nées avant-guerre avec une culture du collectif. Et demain, on aura des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie dans une culture de l'individualité et avec la capacité numérique de l'exprimer. Et donc, il faut qu'on rentre dans ce schéma. Dans ce qui était évoqué autour de ces territoires, je crois que c'était aussi tout simplement la définition de ce qui pourrait être un territoire de longévité. C'est justement la capacité de tous les acteurs, y compris le tissu associatif, y compris des entreprises locales et ainsi de suite, de travailler sur le sujet. Y compris par exemple domotique, tout ce qui est logement, parcours, etc. Service à la personne et autres. Voilà, mobilité alternative, solidaire, etc. Et je mets ça dans un tout petit court. coin, parce qu'on en reparlera à d'autres moments, puis on a déjà insisté là-dessus. Mais dans tout ça, il y a juste la question aussi des métiers et de valoriser des personnes ou de repérer des personnes, de soutenir des personnes pour aller travailler dans ce secteur, puisque ça reste aussi un des handicaps les plus sociaux, pour dire les plus majeurs du domaine. Depuis 2003, la France est répartie en régions avec une articulation constitutionnelle des régions et dont les prérogatives ont été reprécisées récemment et avec des régions qui se sont élargies. Et donc, pour que les territoires puissent le vivre, il faut qu'on arrive à trouver les dispositifs régionaux qui permettront l'articulation au plus proche des territoires de cette orientation nationale. Et donc vraiment, l'intermédiaire région entre la volonté de l'État d'organiser une loi grand âge autonomie, d'autre part des acteurs de collectivités territoriales et locales, est vraiment un maillon essentiel, parce que c'est aussi par lui qu'on pourra faire ce partenariat public-privé dont nous avons besoin pour générer une action efficace. Alors, on me fait signe que le temps avance et qu'il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Je le dis comme ça. Et le temps recule rarement, c'est vrai. C'est nous qui reculons finalement face au temps. Alors, je vous remercie tous les trois. On peut... Donc on peut vous applaudir, voilà. Et je vais demander à Audrey Dufeu-Schubert, qui a été d'une
comme elle est toujours, d'une politesse exquise, d'une attention totale, de bien vouloir me rejoindre. Et puis l'idée, c'était à chaque fois, d'abord on vous remercie à nouveau d'avoir pris ce temps avec nous. L'idée c'est vraiment d'abord alors je voudrais dire, l'idée c'est que vous d'abord tout simplement vous réagissiez à ce que vous avez entendu et vous réagissiez comme vous en avez envie. Et on avait bien dit, sans préparation, ainsi de suite. C'est ça aussi l'idée. Je voudrais rappeler aussi que Audrey fait partie de ces élus qui ont eu une vie auparavant et une vie professionnelle. Elle aussi, quand je disais il y a beaucoup de médecins ou d'infirmières, elle en fait partie. Et puis après, elle a suivi une formation de master, Bac plus 5, pour diriger des établissements de santé. Je dis ça parce qu'ici, j'ai quelques étudiantes qui sont de mon master. Tout ça pour dire que, vous voyez jusqu'où ça peut mener, les filles. Hein ? Voilà, donc à vous pour la suite de voir ça, si vous avez envie de vous présenter, ainsi de suite. Mais je crois que c'est important aussi de rappeler que ce dont on va parler, vous le connaissez aussi de manière intime parce que vous avez travaillé dans le secteur. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on le découvre pour une raison X ou Y. Donc je tenais quand même à le rappeler. Donc maintenant, on vous écoute. Donc d'abord, c'est juste vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Merci Serge pour cette introduction. Oui, effectivement, alors c'est mon premier mandat politique, donc j'ai une vie professionnelle auparavant. Il y a 20 ans, j'étais infirmière dans différents services et j'ai repris mes études pour diriger un soin de suite et de réadaptation. Et donc, je suis plus que ravie de voir que ce soir, la place des SSR, des soins de suite, a été vraiment au cœur des sujets de prévention. Et je crois que nous avons beaucoup à construire sur ce maillage, justement, avec les soins de suite et de réadaptation, pour vraiment les recentrer sur leur action au niveau de la prévention, notamment sur les SSR gériatriques et aussi les SSR polyvalents, puisque avec le développement des activités ambulatoires, je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Et du coup, se posera la question, bien évidemment, du renforcement de la formation et des compétences de ces professionnels. Je voulais aussi, sur un deuxième point, intervenir parce qu'en écoutant ces acteurs de la prévention au quotidien, on se rend compte que la notion de prévention, elle se travaille bien avant la détection des fragilités, finalement. C'est comment est-ce qu'on rend une politique de prévention efficace ? C'est dès lors qu'on arrive à recruter et à repérer. Vous avez commencé votre propos introductif là-dessus. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que, naturellement, la population accepte d'aller vers ces soins de prévention, cette offre de prévention ? Et en vous écoutant, ça m'a fait écho avec la région des Pays de la Loire. On est un territoire expérimentateur sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire qu'à large échelle, les enseignants, les professeurs des écoles sont pour beaucoup formés à cette spécificité-là pour essayer d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux. Et je crois que ça, c'est des choses qui, si on l'inculque très rapidement, va continuer, va perdurer après dans l'avancée en âge pour faire en sorte que on apprenne chacun à prendre soin de soi et aller vers ces offres de prévention pour un mieux vieillir. Et puis il n'est pas interdit de penser que si ces jeunes enfants, on leur apprend à prendre soin d'eux sur ces questions-là, peut-être qu'ils seront aussi plus sensibles par rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, pour le vivre ensemble, effectivement, sur le collectif, et puis sur d'autres formes de prévention. Je suis très engagée également sur les addictions. On a parlé là des AVC. Il y a des facteurs de risque aussi qui sont finalement très partagés sur plusieurs pathologies. Et je crois qu'on a vraiment à gagner à investir sur cette prévention primaire. Et par rapport au budget, notamment de la sécurité sociale, hier, nous avons interrogé Agnès Buzyn sur le printemps de l'évaluation du budget de la Sécu. Et la question de prévention est revenue de manière récurrente pour la bonne affectation des lignes budgétaires sur les soins de prévention. Et à l'Assemblée nationale, notre groupe majoritaire est vraiment vigilant pour que ces fonds dédiés ne soient pas utilisés uniquement à des dépenses de soins, dits de soins de prévention primaire, plutôt tertiaire, c'est-à-dire en dernière ligne. Il faut vraiment investir sur la prévention de base. Alors ça, c'est vraiment... Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être une révolution copernicienne complète. Comprendre que passer de la cure au care, quoi, tout simplement. Quand je dis tout simplement, on sait que c'est très très complexe. Parce que derrière, il y a aussi comment vous intégrez la problématique de la culture, y compris de la culture des soignants, par rapport à cette problématique de prévention.
Oui, tout est lié. Vous avez cité tout à l'heure la mission que le Premier ministre m'a confiée sur l'agisme, sur la place et le regard que l'on porte aux aînés, puisque plus on travaillera cette question-là, et plus effectivement on arrivera à faire en sorte de faire tomber des barrières et de faciliter l'accès vers ces politiques de prévention. Alors, racontez-nous justement, concernant votre mission, comment les choses vont se dérouler et quelle est... parce que quand on a une mission, on a justement une mission. Bien sûr, vous allez découvrir des choses et ça fera évoluer votre rapport, mais vous partez de quel constat et quel est votre fil directeur ? Alors, j'ai une feuille de route avec 3 grands axes. Le premier, c'est un diagnostic, un état des lieux des discriminations liées à l'âge. Le professeur Beru y a fait référence tout à l'heure. Notre société est basée, calculée sur des âges. On catégorise les personnes par leur âge et non plus selon leur capacité. Donc là, il y a un vrai état des lieux à réaliser. Et surtout, ce qui après va être vraiment productif dans la future loi grand âge et autonomie, ça va être sur l'identification des leviers de valorisation de la place des aînés dans notre société, avec tout un champ de travail donc sur le lien intergénérationnel, sur le service national universel. Comment est-ce qu'on peut essayer de revaloriser et de travailler des choses à ce niveau-là. Et également, j'y attache une grande importance sur la place des aînés au travers des médias et de l'audiovisuel, puisque nous devons vraiment changer la donne. Le benchmark, enfin pas le benchmark, on a besoin de benchmark, mais l'EHPAD bashing que nous avons observé ces derniers mois a été très délétère et a eu des effets, et tous les directeurs d'EHPAD le disent, et je suis persuadée que ceux qui sont présents ici aujourd'hui iront dans ce sens aussi. La difficulté du recrutement, elle se fait aussi par l'image que la filière gérontologique diffuse, et ça, les médias et l'audiovisuel doivent jouer un rôle là-dedans. Alors vous avez raison, hein, et je peux porter témoignage ici. Il y a un garçon qui s'appelle Johan Girard qui dirige tout le secteur pour la Croix-Rouge, qui dirige tout le secteur personnes âgées et qui enseigne d'ailleurs par ailleurs au master de l'INSEC. Et c'est un garçon que j'ai vu pleurer le jour de ses 35 ans. Parce qu'il s'est dit, oh, je passe une étape. Vous voyez, donc c'est-à-dire que ces questions de normes commencent très très tôt, quoi. Hein, donc il faut prendre en compte cela. Et donc vraiment dans votre rapport sur l'agisme, je crois qu'il faut commencer très tôt. Oui, c'est propre à chacun. Je crois qu'on a chacun notre propre perception de l'avancée en âge. Et je crois que la clé du bonheur, alors j'ai vu en Nouvelle-Zélande, ils ont un ministre du bonheur. Je ne sais pas si ça fera partie de mes propositions, mais je crois que l'idée pour vieillir heureux, pour bien vieillir, finalement, c'est peut-être d'être épanoui dans chaque tranche d'âge que nous traversons. Et ça, effectivement, c'est un parcours très intime, j'ai envie de dire. Oui, alors il y a un ministre du bonheur, et il y a une dizaine d'années, au Québec, les gens proposaient de remplacer produit national brut par produit national doux, en intégrant justement tous ces éléments-là. Et entre autres, d'ailleurs, l'accompagnement des plus âgés, des plus fragiles, ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir là des idées. Et comment on le mesure ? Et parfois, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on recherche la qualité plus que la quantité. Oui, alors ça aussi, je souhaite vraiment l'approfondir dans la mission là, pour les mois à venir. Quel nouvel indicateur de solidarité nous pourrions élaborer ? Notre société, elle est essentiellement basée sur le culte de la performance, de la réussite, qui derrière génère finalement le culte du jeunisme. Et pour valoriser la place des aînés, on doit vraiment essayer de trouver d'autres indicateurs. C'est ce qui marque l'image, l'humanité. Enfin, c'est ce qui donne sens à l'humanité de la France et à toutes nos politiques humanistes. On doit davantage les mettre en valeur. Ça part d'un très très bon sentiment, on espère que ça aura beaucoup d'effets. On a aussi évoqué très rapidement la question des aidants. Il y a dans la salle quelqu'un comme Guillaume Stott, par exemple, qui a monté une structure qui s'appelle Prevent Care. Et c'est toutes les questions autour de comment, encore une fois, cette problématique absolument majeure d'accompagnement de ceux qui accompagnent, d'une certaine manière, et qui n'accompagnent pas par choix professionnel, qui n'accompagnent pas en étant formés à cela, qui n'accompagnent pas ça en étant payés, mais qui accompagnent ça parce qu'ils sont face à cette situation et qu'ils font face, justement. Comment est-ce que c'est un élément qui va être pris en compte à la fois dans votre rapport et beaucoup plus largement dans la loi autour du vieillissement ?
Alors, mon rapport ne traitera pas directement de la question des aidants. En revanche, je vous rassure tous, elle sera abordée dans la loi Grand Âge et Autonomie. Nous sommes de nombreux parlementaires à travailler sur ces sujets-là depuis plusieurs mois, dont ma collègue Annie Vidal, qui est très investie. Et bien sûr, la reconnaissance des aidants sera l'un des axes forts de la réforme qui arrive. Il y a eu, ça a été, c'est revenu à plusieurs reprises sur les bancs de l'hémicycle, mais on a vraiment souhaité prendre le temps de travailler pour vraiment avoir des mesures fortes et concrètes avec un effet rapide pour les aidants, bien évidemment. J'aime beaucoup Naomi Phil. Je pense que dans la salle composée d'acteurs en gérontologie, vous la connaissez certainement. Et Naomi Phil, elle parle des 3 besoins fondamentaux qu'on doit assouvir. L'un des premiers besoins, c'est l'expression de ses émotions. Je crois que quand on a des aidants, on a besoin d'espace pour exprimer ses émotions. On a besoin de sécurité, d'être en sécurité pour se sentir bien au quotidien. Et on a surtout besoin de reconnaissance. Et je crois que la reconnaissance du statut des aidants est quelque chose d'incontournable pour 2020. Belle. On peut vous applaudir parce que c'est aussi une forme d'engagement, mais il y a tout de même un lien très clair entre les aidants et l'agisme et les représentations, parce qu'il y a aussi des gens qui disent mais pourquoi ils s'embêtent quoi ? Pourquoi, par exemple, vous êtes un aidant sur 2 est en activité professionnelle, et donc parfois ça nuit à sa carrière. Et les gens qui vont dire mais tout ça pour aider sa mère, voire sa grand-mère. Vous voyez, donc il y a aussi ce lien-là où parfois il y a une incompréhension d'autres en disant mais la pauvre ou le pauvre, mais enfin c'est souvent la pauvre parce que majoritairement ce sont des femmes, elle devrait faire autre chose quoi. Oui, effectivement, pourquoi on s'embête, pourquoi est-ce qu'on prend soin de son prochain et de ses proches, ça pourrait être vite résolu finalement à réfléchir comme ça. Mais non, je pense que je sais plus ce que je voulais vous dire. Du coup, vous m'avez perdu. Oh bah alors. non. Être désorienté, ça aussi, c'est un sujet. En fait, je pense que derrière ces comportements un peu de fuite qu'on peut observer, finalement, derrière, c'est la peur de la mort. Je reste persuadée que beaucoup de personnes associent au vieillissement la mort, et du coup par crainte, même si la peur n'évite pas le danger, mais du coup par crainte on préfère mettre ça à l'écart. Et d'ailleurs de nombreux EHPAD, vous parliez de ruralité tout à l'heure, sont à l'extérieur des villes parce que après la guerre, dans la reconstruction, c'est le cas sur mon territoire, on a cherché justement à occulter ces établissements pour préférer se dire que cela n'existait pas. Donc je crois qu'il y a aussi cette notion-là au travers de l'accompagnement des soins palliatifs et de la place de la mort dans notre société que nous devons travailler. Vous savez que nous avons fait avec la Fondation tout un travail, et avec Marie de Henzel, autour de le fait que même dans les établissements, dans les EHPAD, quand quelqu'un venait à décéder, souvent c'était un petit peu caché. Alors même que, généralement, quand les gens rentrent dans un EHPAD, ils savent qu'ils ne vont pas aller à l'école primaire ensuite. Vous voyez, et donc, même là, c'était caché. Du coup, il y a eu une prise de conscience et puis un travail qui a été fait. Donc, en effet, à tout niveau de la société, y compris au dernier, il y a en effet une difficulté avec ce petit sujet qui, finalement, sur lequel la probabilité est quand même assez forte. Je crois qu'il y a beaucoup de tabous, effectivement, en EHPAD et aussi dans la société. Voilà, dans la société de manière générale, le tabou de la mort. Il y a aussi le tabou du désir. On parle essentiellement de besoin. Est-ce qu'on se pose à un moment est-ce qu'on se pose la question du désir pour les personnes âgées, ce qu'elles désirent, et ce que les soignants et les familles sont prêts à accepter aussi du désir des personnes âgées. J'ai échangé avec Monsieur Gérard de la Croix-Rouge sur ce sujet-là. Quelle place nous sommes prêts à laisser dans les EHPAD à la sexualité des résidents. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler pour essayer de réconcilier les générations. Oui, puis pour Johan Gérard, c'est un combat personnel, je crois, la question du désir dans les EHPAD. Mais ça, c'est un autre sujet. Et peut-être, juste pour terminer, il y a 175 propositions dites du rapport Libault. Juste là, comme ça, c'est une colle. Laquelle est pour vous, laquelle vous plaît le plus ? Alors, il n'y en a qu'une à retenir, juste comme ça. Je vais vous en dire 2. Parce que la première, ça sera la numéro 4, qui disait qu'il fallait une mission parlementaire sur l'agisme. Mais je vais la cocher, puisque du coup, c'est bon. C'est bon, au moins, il y en a une qui a été faite. Celle-ci me plaisait beaucoup. Je comprends. Je suis du coup ravie d'avoir cette mission. La deuxième mesure, je pense que c'est vraiment sur la campagne marketing autour du grand âge. Je pense que c'est essentiel. On aura beau décliner toutes les 174 autres mesures. Si on ne met pas en œuvre une vraie campagne marketing pour changer le regard et faire en sorte que
chacun arrive à se dire oui, le vieillissement est inéluctable, mais c'est une chance pour tous et c'est une opportunité pour notre société, alors nous serons passés aux côtés de la loi. Donc je crois qu'on a vraiment tout à gagner à développer cette image et à la rendre belle dans notre société. Super, merci beaucoup. Alors, on n'est pas tout à fait dans les temps, mais c'est pas très très grave. Et s'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de réagir, poser des questions, témoigner, c'est le moment ou jamais. Il y a des réseaux sociaux. Eh ben allons-y alors. Place aux réseaux sociaux, telle est la modernité. Donc, vous savez, il y a des milliers, peut-être des millions, on ne sait pas, de personnes qui, derrière des écrans ou avec leur téléphone, sont en train de suivre un petit peu ce qui se passe. Et donc, derrière moi, il y a une question. Alors, c'est notre ami Jean-Claude Chauzy. Pourquoi la France est-elle si en retard en matière de politique de prévention du vieillissement ? Alors, allez, c'est pour vous. Je pense que, que de manière générale, les politiques de prévention en France ne sont pas coordonnées, elles sont beaucoup séquencées. Il y a des budgets qui existent, mais vu qu'ils sont un petit peu disséminés, on n'a pas de cohérence globale. Et moi, je prône un vrai plan de prévention, de stratégie nationale sur la prévention. Ça me semble essentiel. Donc, je pense que ça participe à cet effet où on a l'impression qu'on est en retard. Ça vaut aussi en matière de cancérologie, par exemple. On a beaucoup de choses à gagner, à faire plus de transversalité. Pareil, au niveau des ministères, on est beaucoup plus compétent dès lors qu'on est en interministériel et qu'on arrive à faire travailler tout le monde sur un même sujet. Alors là, c'est encore un autre but, arriver à faire travailler tout le monde. Ça pourrait être une grande cause nationale, mais sur 10 ans, pour se laisser vraiment le temps. Mais vous avez raison. Gilles, ça te va comme réponse ? Parfaitement. Parfait. Parce que c'est vraiment... c'est essentiel. Tiens. Oui. Si je laisse un micro, après il y en a pour 2 heures. La cohésion est l'élément essentiel de l'efficacité d'une prévention aujourd'hui. C'est vraiment cela, ce n'est pas un problème d'argent. Merci de cette réponse. Est-ce que les réseaux sociaux... Oui, il y en a d'autres. Alors allons-y. Alors, Stéphanie Koulibaly, comment repérer les personnes isolées ? Quelles actions spécifiques mettre en place ? Comment repérer les personnes isolées ? Quelles actions spécifiques mettre en place ? On revient au début de notre débat. Aujourd'hui, c'était centré là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, je disais au tout début, qui sont plus difficiles à repérer que d'autres, parce que, par exemple, elles vivent dans des endroits isolés. Est-ce que quelqu'un dans les 3 acteurs de tout à l'heure a envie de répondre ? Docteur, je pense que ça peut être... voilà, il est... Il y a quand même un élément qui me paraît à devoir être pris en compte. Il y a des gens qui n'ont pas envie de soigner. Ça, c'est un élément quand même déterminant et ça fait partie de notre propre détermination d'accepter de ne pas être soigné. Ce qui serait très regrettable dans notre pays, c'est de ne pas soigner des gens qui veulent l'être, qui veulent être accompagnés. Voilà. Je crois que là, je reviendrai sur le début de mon intervention tout à l'heure. Je crois que la formation et l'information sont la clé pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Aujourd'hui, finalement, c'est l'isolement numérique qui pose un problème. Est-ce qu'on est vraiment isolé aujourd'hui dans notre pays ? On a beaucoup de moyens de l'être moins. Je pense qu'on ne peut pas donner des clés pour tout. Je crois qu'il faut que notre système de santé améliore son organisation, mais aussi fasse confiance à son territoire. Il faut qu'il y ait une vraie émergence qui vienne des territoires, je crois, pour la politique de prévention. Audrey, je crois que ça ne vous étonnera pas, le nombre de fois où le terme de territoire, de bassin de vie, de lieu de vie est revenu dans toutes ces questions-là. Non, ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, la période du grand débat national l'a confirmé. C'est-à-dire qu'on doit vraiment réfléchir nos politiques au plus près des territoires. Chaque territoire est différent. Et d'ailleurs, l'action du professeur Bérou au travers du Gérontopole est vraiment à saluer, puisqu'il arrive sur un même territoire à réunir différents acteurs de sensibilités différentes. Après, sur la notion d'isolement, il y a l'isolement numérique, c'est vrai. Mais je crois que ce que les gens
ont le plus besoin, moi, ceux que je rencontre, en fait, c'est vraiment une présence humaine, sur un échange humain, relationnel. Voilà, on parlait d'Epiline Naomi-Field tout à l'heure, la reconnaissance dans le regard de l'autre. En fait, je pense que c'est ça, pour rompre l'isolement, c'est essentiellement celui-ci. L'autre jour, j'étais dans une classe de CM2 et il y a un petit jeune, un enfant qui me pose la question Madame, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour mieux s'engager ? Et en fait, finalement, l'engagement au sein de la société, il commence dès lors qu'on porte le regard autour de soi et pas seulement centré sur son smartphone ou son ordinateur. L'isolement, finalement, on pourrait le rompre sur un même quartier avec du voisinage renforcé, avec des lieux intergénérationnels au cœur des quartiers. Vous avez parfaitement raison. Je rappelle juste que nous sommes le pays où la question de la défiance est la plus forte et que toutes les études montrent que quand on demande aux gens, mais est-ce que, a priori, vous feriez confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Et on arrive à des scores où, globalement, on est à 70, 75, 80% de gens qui disent, y compris des jeunes, qui disent non, non, je ne fais pas confiance si je ne connais pas. Donc on est aussi dans ce moment-là où on est rentré dans une logique comme ça d'assez d'enfermement. Oui, je voulais répondre à cette... comment repère-t-on finalement les personnes isolées ? Je crois que les moments de crise, les moments aigus qui interviennent dans l'existence de tout à chacun, et notamment les passages aux urgences hospitalières ou les séjours en soins de suite et d'adaptation, sont des moments qu'il faut qu'on arrive à faire, à valoriser justement pour ce repérage des personnes isolées. C'est-à-dire qu'elles passent par là, elles passent par ces moments difficiles, et notamment en soins de suite et d'adaptation, on a quand même un bon mois pour prendre en charge ces personnes isolées, pour essayer de construire quelque chose avec elles. Et je crois que c'est un effet d'aubaine qu'il ne faut pas négliger, et que c'est autour de ces moments où la personne arrive donc en état de choc, en général en soins de suite, et va rester une trentaine de jours parmi nous, qu'on va pouvoir commencer à amorcer, si vous voulez, un accompagnement de ces personnes isolées. Non, juste si je peux me permettre aussi, on a beaucoup à travailler aussi le repérage en amont, parce que finalement, quand les gens arrivent sur une situation d'urgence en SSR, c'est assez frustrant parce qu'on aurait pu éviter certaines situations. Et là, le lien justement par rapport au Gérontopole, avec ce travail avec les collectivités locales et le secteur sanitaire, est vraiment intéressant. Je pense qu'au niveau des services sociaux, il y aurait des choses à renforcer sur nos territoires. Je voulais simplement faire le rappel que le travail de Lawrence Rubinstein de 1984 dans le New England, qui a permis la naissance de l'évaluation gériatrique standardisée, et donc finalement toute la démarche qui aboutit au travail de l'OMS, s'est fait dans un service de soins de suite et de réanimation, parce que les durées moyennes de séjour de cette étude étaient de 44 jours. Et l'étude qui a été faite par la librairie Cochrane sur les méta-analyses sur l'évaluation gériatrique a montré que c'est avec des durées de séjour au-dessus de 20 jours qu'on avait une efficacité de l'évaluation. Souvent, on considère que l'évaluation, c'est en consultation, en HDJ, dans notre pratique, c'est souvent comme cela. Mais en fait, la vraie évaluation qui va retentir dans le sens que des actions vont vraiment être mises en œuvre, c'est probablement le SSR qui est le lieu de choix. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi d'avril 2008 de création des SSR gériatriques qui n'ont à ce jour pas trouvé de modèle financier malheureusement, mais qui sont probablement les relais importants. Il y a une réforme de la tarification hospitalière justement avec M. Aubert qui sera probablement abordée sur l'année de 2020 justement pour remettre au cœur du financement la question de la prévention. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Tout au fond, il y a donc le micro va aller vers vous, car vous voyez, il y a les moyens numériques, mais à un moment donné, il faut quand même des êtres humains avec des micros qui se rapprochent d'autres êtres humains. Oui, bonjour. Caroline Ugolini, adjointe au Corion de Bel-Air à Clamart. J'ai fait tout un travail l'an dernier sur les loisirs pour bien vieillir. Et ma question est aussi une remarque et un encouragement aux travaux que vous avez mis en place sur comment une mission parlementaire transversale peut se mettre en place dans la mesure où les vieillissements réussis sont aussi le résultat d'habitudes de vie tout au long de la vie, et que les politiques de prévention, du coup, comment on peut les mettre en place dès
dès l'échelle de la jeunesse, comment on peut regrouper les politiques jeunesse et les politiques vieillesse par rapport aux pratiques notamment de loisirs, comment concilier les pratiques, les secteurs santé, éducation, sport et culture, quand on voit toutes les incidences qui peuvent être liées pour bien vieillir, bien grandir, bien vieillir. On a une somme à l'échelle du temps qui donne ces résultats, et vous avez initié des choses du coup en Loire-Atlantique, contente de voir ça, et du coup comment on peut encourager davantage ces initiatives. Si vous voulez, je peux vous rencontrer dans le cadre de ma mission. La mission, c'est le Premier ministre qui a signé ma lettre de mission justement pour cette notion de transversalité et de solutions qui devront toucher l'interministériel. Donc plusieurs ministères, parce qu'effectivement, on l'a bien compris ce soir, la question de prévention notamment ne touche par exemple pas que le milieu sanitaire. Donc voilà, c'est le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la cohésion des territoires. Voilà, c'est vraiment très transversal, et vous avez raison, madame, on doit travailler en transversalité davantage. Alors, je crois que... Ah, une dernière question. Madame la députée, bonsoir. On a beaucoup parlé à la fois de territoire et de prévention. Vous n'êtes tout le monde autour de cette table, c'est parfaitement la question du désert médical qui touche aussi ces territoires. Et il y a finalement une opportunité sur laquelle peut-être on pourrait réfléchir en commun. En tout cas, la question, ce sera de savoir si c'est dans le scope de votre future réflexion. C'est l'utilisation des stations thermales qui ont la caractéristique de regrouper en fait un corps médical relativement dense dans des territoires où par ailleurs il peut y avoir des manques en matière et qui sont des zones de prévention potentielles, parce que les gens qui viennent en cure thermale sont dans des situations, elles sont très encadrées, où on peut les sensibiliser en prévention à un certain nombre de besoin de l'accompagnement au vieillissement, et sur lequel on a des techniques, notamment des techniques de type kinesthésique et d'encadrement de soins préventifs, qui sont, à mon avis, une source de bien-être qui accompagnerait favorablement le bien vieillir. Est-ce que c'est du coup un des sujets que vous êtes susceptible d'aborder ? Alors, pas directement, pour être sincère, sur les cures thermales. Je sais que cela fera partie de la réforme de la tarification hospitalière au travers des travaux de M. Aubert, parce que les personnes qui se dirigent vers ces cures thermales, finalement, elles sont déjà convaincues et font déjà une partie du chemin pour aller vers des actes de prévention. Elles sont déjà sensibilisées à ça. Moi, vraiment, le cœur de ma mission, c'est comment essayer de diffuser sur des personnes éloignées de la prévention pour faire en sorte qu'elles intègrent davantage cette nécessité de prendre en considération le parcours de prévention du vieillissement. C'est des personnes un peu plus éloignées que celles qui vont vers les cures thermales. Merci beaucoup. Merci Audrey à nouveau. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci d'être resté avec nous. Et je vais demander, je vais proposer maintenant de... Voilà, merci, vraiment merci. Aude, tu veux bien me rejoindre? Et peut-être faire un petit... c'est la dernière. C'est la dernière de la saison. Prévenir de la suite. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants de ce soir. Encore des échanges passionnants. Et on aura l'occasion de revenir sur ces sujets, que ce soit à travers la mise en place du programme ICOP avec l'Institut Inspire et les équipes du Gérontopole de Toulouse, ou bien sûr avec vous, Gilles Berru, sur l'étude que l'on va démarrer sur la prévalence des troubles exécutifs en EHPAD. Alors oui, les prochains événements, alors c'est très rapidement dès lundi matin. On se retrouve à l'Institut Pasteur à Paris pour notre prochaine matinale intitulée « Je suis vieux et alors ». Donc on se retrouve autour de 3 tables rondes. Serge, la première intitulée « Vous avez dû
vous avez dit utile sur le rôle social, notamment la place des aînés dans la société. Une seconde table ronde qui s'intitule « Exister dans ma ville ». Comment justement les aînés continuent de contribuer et contribuent toujours à la vie de la cité. Et une troisième table ronde sur et si nous prenions le temps sur le partage et la transmission entre les générations. Donc ça c'est lundi matin et le prochain plateau, donc après la pause estivale, on se retrouve le 12 septembre, donc ici même, sur un plateau intitulé EHPAD du futur ou EHPAD de demain. Et je voulais en profiter ce soir également pour vous présenter une série de podcasts intitulée La Voix des aînés. Il était une fois les femmes. Le premier épisode de cette série de 8 épisodes sera diffusé à partir du 5 juillet prochain. Donc il y aura 4 premiers épisodes. Sur le premier épisode, c'est le portrait d'Arlette, 96 ans, qui nous raconte sa vie dans les années 40. Le second épisode parlera du mariage dans ces mêmes années. Le troisième parlera de la contraception, de l'avortement, comment est-ce que les femmes justement vivaient ces moments compliqués toujours dans les années 40-50. Et le quatrième épisode portera sur la séduction. Donc ces épisodes seront diffusés à peu près tous les 15 jours à partir du 5 juillet. Et ce soir, on vous réserve en avant-première le teaser de cette série. Bienvenue dans La Voix des aînés. Je suis née en 1924. Il était une fois les femmes. En 1944, les 20 ans. À l'heure où les questions de genre et d'égalité hommes-femmes sont débattues partout, par toutes et par tous, j'ai eu envie de remonter le temps. Je vous emmène en maison de retraite pour rencontrer les plus âgés d'entre nous qui ont tant à nous transmettre. Vous savez, on était naïves. Hein, on a accepté tout ce qui nous arrivait, voilà. Avec eux, nous parlerons mariage, séduction, fidélité, contraception, avortement. Quand on était jeune, on faisait pas grand-chose parce qu'on avait peur d'avoir un gosse. Mais aussi droit de vote, vie sociale et professionnelle. Ce qui me choque en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de sexe. Faut pas regarder la culotte, il faut le regarder le cerveau. Retrouvez La Voix des aînés sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement. Je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Voilà, donc on espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Donc on vous a mis des petites cartes postales, à l'effigie donc de cette nouvelle série de podcasts, donc réalisée avec l'association Partage de Voix et Sophie Pillot. Sophie Pillot qui est la lauréate du prix de la Fondation Corian de l'année dernière, qui est donc allée à la rencontre des résidents des maisons Corian, des résidentes et des résidents des maisons Corian, qui ont livré leurs souvenirs et leurs expériences. Ces 4 premiers épisodes, en tout cas, à découvrir dès cet été. Merci beaucoup. Et Audrey, je trouve que ce qu'on a fait autour de cela, c'est aussi quelque chose pour lutter contre l'agisme, parce que trop souvent, les gens regardent la personne au moment où ils la découvrent. Quand elle est âgée, quand elle est plus fragile, ainsi de suite, en oubliant tout ce qu'a été la vie de cette personne. Et donc ça aussi c'est de l'agisme. C'est prendre à l'instant T et oublier qu'il y a eu 96 ans de vie par exemple, et ces femmes qui ont eu des aventures, des risques, des difficultés, ainsi de suite. Et on va complètement dans le sens de votre mission. Oui, c'est finalement la reconnaissance en fait de l'histoire de la personne âgée. Et juste parce que je ne peux pas m'en empêcher, sur France 2, il y a eu un reportage la semaine dernière, je crois, ou en début de semaine, sur deux personnes de plus de 90 ans qui se sont retrouvées. Ils avaient été séparés pendant la guerre. Ça a fait un peu le buzz sur Internet. Je vous invite à le regarder. Moi, je l'ai vu 3 fois, j'ai pleuré 3 fois. Mes collaborateurs aussi, c'est vraiment... je pense que c'est ça aussi, changer le regard, c'est montrer de belles histoires. Le grand âge, c'est aussi cela. Absolument. Et pour aller dans ce sens-là, j'ai été appelé par des journalistes en me demandant est-ce que c'est choquant ou pas. J'ai dit, mais attendez, c'est pas à moi de vous dire si c'est choquant. Réfléchissez-vous. Et il y a eu une interview dans Slate où ils ont fait tout un truc autour de ça parce que, visiblement, il y avait plein de gens qui trouvaient ça génial et d'autres qui trouvaient inadmissible qu'à 1 heure de grande écoute, on montre la pornographie, quoi. Hein, et donc, il y avait un petit peu les deux éléments là, puisque, évidemment, des gens âgés qui s'aimeraient, ça ne peut être que pornographique. Or, ça s'appelle juste de l'amour.
Voilà, et donc c'était aussi très très intéressant. Alors on finit là. Je trouve que on a aussi beaucoup évoqué dans cette notion de repérer. On a beaucoup évoqué la question des territoires. Et je crois qu'on a aussi dit, il y a bien sûr l'internet, il y a les technologies, mais il y a aussi la notion d'aller vers, de se déplacer vers les personnes. Et c'est Audrey d'ailleurs qui m'a fait découvrir quelque chose qui n'a rien à voir avec les vieux, mais qui était l'expérience de Saint-Nazaire, d'infirmières qui se sont regroupées et qui vont dans certains quartiers. Alors plutôt de gens qui sont éloignés pour des raisons sociales, pour des raisons culturelles. Et c'est pareil, c'est aussi la question de repérer, y compris d'ailleurs repérer des femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes, repérer des personnes qui sont touchées par le VIH et qui ne le savent pas, et ainsi de suite. Donc cette notion d'aller vers, on n'y coupera pas, quoi. Et ça demande des moyens, ça demande des envies, ça demande du personnel, ça demande une vision, tout simplement, de la société. On voit bien que ça ne se réglera pas à coup de tablette, à coup de numérique. Donc là, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, le rendez-vous est pris. Alors, ou lundi, ou sinon le 12. Et puis, on va continuer à travailler. Et vous pourrez aussi continuer à suivre tout cela sur le site de la Fondation. Et puis, il y aura plein d'autres choses qui vont se passer. Et bien sûr, cet été sera aussi un été de longévité. Et je vous souhaite donc un long été. Et donc, à la rentrée. Et merci encore, Madame la députée, pour votre présence.